Alors avant d'aller plus loin dans l'univers du machine learning, il est essentiel de comprendre qu'il existe principalement deux grandes familles d'apprentissage. L'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Alors commençons par l'apprentissage supervisé en classification. C'est ce qui est représenté ici à gauche de la vue. Un exemple peut être celui de la classification d'emails en spam ou non spam qu'on a vu il y a quelques minutes. Quand vous mettez les spams vous-même dans la boîte de spam, vous montrez à l'algorithme ce qu'est un spam. C'est comme si vous lui dites « ceci est un spam ». C'est exactement ce que nous faisons en apprentissage supervisé. En fait, nous fournissons au modèle des exemples étiquetés, c'est-à-dire des données où nous connaissons déjà la réponse. Comme vous voyez sur le schéma ici, avec les données ici, ce sont les données qu'on va présenter au modèle comme étant des exemples. On peut imaginer que les croix vertes ici représentent des emails non spam et les croix orange représentent des emails en spam. Donc le but de cela est que le modèle apprenne à prédire la réponse pour des nouvelles données jamais vues auparavant. Alors à droite, ici, vous avez un exemple de prédiction cette fois. Il s'agit d'estimer le prix d'une maison à partir de sa taille et son emplacement. On peut construire un modèle qui permet de faire ce genre d'estimation. D'abord, une première phase va consister à apprendre au modèle des exemples de maisons avec l'emplacement, la taille et le prix. C'est ce que vous voyez ici. Bien entendu, ici, j'ai fourni juste deux données, mais c'est juste pour l'exemple que vous voyez le type de données qu'on donne. Hein, mais en général, il y a beaucoup plus d'exemples que ça. Alors, je dis bien, on fournit la superficie, le lieu et le prix. Hein, je vous rappelle que c'est la donnée que nous essayons d'estimer. Mais pour la partie apprentissage, on doit fournir la réponse au modèle. Ensuite, le modèle va utiliser ces informations pour identifier des motifs et établir une relation entre la taille, l'emplacement d'une maison et son prix. Alors cette phase d'apprentissage est importante car c'est là que l'algorithme apprend à partir de données fournies. Après cette étape d'apprentissage, le modèle est prêt à être testé avec de nouvelles données, c'est-à-dire des maisons pour lesquelles il n'a pas vu les prix auparavant. À partir des caractéristiques de ces maisons, comme leur emplacement et leur taille, il peut maintenant prédire leur prix sur le marché. Alors comme j'ai dit, notre jeu de données ici n'est pas réaliste, enfin le nombre du moins, le nombre d'exemples n'est pas réaliste. Parce qu'en fait, dans la réalité, on va présenter beaucoup plus d'exemples, comme j'ai dit. Et dans certaines applications, par exemple dans le cas du traitement d'images avec des algorithmes, on peut présenter des millions d'exemples pour construire un modèle fiable et robuste. Alors pour résumer, les modèles avec apprentissage supervisé ont cette capacité à généraliser à partir des exemples vus pendant la phase d'apprentissage et à faire des prédictions précises sur de nouvelles données. C'est ce qui les rend puissants et extrêmement utiles dans une variété de domaines et d'applications. On les trouve dans des domaines comme la prévision financière, la reconnaissance d'images, la prédiction de maladies, dans le secteur de la santé. Alors dans cette vue, je vous présente un exemple de modèle qui utilise l'apprentissage supervisé pour réaliser une tâche de classification d'images. Alors l'objectif est de présenter une image d'un fruit à un programme de machine learning qui en sortie va reconnaître le fruit présenté. C'est ce qu'on appelle un algorithme de reconnaissance d'image. Alors pour atteindre notre objectif, on va passer par une phase d'apprentissage supervisé. L'objectif de cette phase est d'apprendre au modèle les différents fruits en lui présentant plusieurs images de fruits. Alors pour faire une analogie, l'apprentissage supervisé, c'est un peu comme si vous apprenez à un enfant les noms des fruits en lui présentant chacun des fruits et en les nommant. Par exemple, on lui présente une pomme en lui disant ceci est une pomme, on lui présente une poire en lui disant c'est une poire, etc. On fait la même chose avec un algorithme qui fonctionne en mode supervisé. C'est ce qu'on voit sur le schéma ici, où donc la phase d'apprentissage initiale, elle consiste justement à présenter ces images. À la fin de cette étape d'apprentissage, l'algorithme ici est capable de reconnaître une image ici d'une pomme, donc il affichera bien à la sortie, enfin sur l'écran par exemple, pomme, c'est l'étape ultime d'un algorithme donc de reconnaissance d'image. Alors bien entendu, le nombre de fruits ici n'est pas réaliste parce qu'on présente beaucoup plus d'images en général au programme. On montre plutôt des centaines, des milliers, voire plus. Cela dépend du degré de sophistication du modèle qu'on veut atteindre. Alors ce n'est pas la même chose si on veut un modèle qui reconnaît des fruits qui se détachent bien d'un fond avec une couleur unie ou plutôt un modèle qui va traiter des images plus complexes avec des fruits de toutes les formes, de toutes les tailles et photographiés dans un environnement quelconque, etc. Par exemple des fruits sur un arbre, donc ça peut être compliqué. Donc plus les images sont complexes, plus le modèle prendra plus de temps pour apprendre et nécessitera plus d'images.